Une valise de 5 milliards de francs CFA apparaît au centre de Ouagadougou sans éclat, mais comme une onde de choc. Présentée comme un investissement, elle met à nu l'écart entre les réunions diplomatiques feutrées et la mécanique souterraine que les services attribuent à ceux qui veulent infléchir la trajectoire défendue par Ibrahim Traoré. Pour le spectateur, la vraie question n'est pas la somme, mais la vitesse. Quand le liquide circule plus vite que la confiance, quelle loyauté peut-on acheter et lesquelles résistent? Et si cette valise n'était que l'ombre d'un dispositif plus vaste? Cette vidéo ne promet pas un récit spectaculaire, mais une méthode de lecture. Elle propose au spectateur de démonter, pièce par pièce, le mécanisme qui permet à un flux financier apparemment banal de devenir un instrument d'influence stratégique, dans un contexte où l'État burkinabé affirme vouloir reprendre le contrôle de ses leviers essentiels. Le bénéfice est clair. Comprendre comment repérer les logiques opaques avant qu'elles ne produisent des effets irréversibles. L'enjeu dépasse largement l'épisode de la valise. Il touche à la capacité d'un pays sous pression sécuritaire et économique à distinguer l'aide réelle de la manœuvre déguisée, le partenariat de la dépendance. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré agit comme un point de fixation. Maintenir une ligne de souveraineté sans provoquer une rupture brutale avec l'extérieur. Le risque, lui, est double. Mal interpréter ces flux, c'est soit fermer la porte à des ressources utiles, soit laisser s'installer des influences qui ne se déclarent jamais ouvertement. Ce récit s'adresse donc à ceux qui veulent savoir comment une décision financière discrète peut peser sur une trajectoire politique entière. La révélation initiale ne vient pas d'un sommet officiel, mais d'une scène ordinaire. Un homme élégant est interpellé au centre de Ouagadougou avec une valise contenant précisément 5 milliards de francs CFA. En moins de 24 heures, les services de sécurité établissent un premier faisceau d'indices reliant cette somme à un réseau opérant entre Abidjan, Accra et Paris, signalant que l'affaire dépasse largement un geste isolé. À partir de ce point, le récit change d'échelle. Ce qui était présenté comme un outil d'investissement se révèle être un levier destiné à acheter des loyautés militaires à un moment où l'équilibre institutionnel reste fragile. Les enquêteurs retracent la trajectoire de l'intermédiaire interpellé et découvrent des structures de façade se réclamant de l'humanitaire, des circuits financiers opaques et d'anciens officiers formés à l'étranger, dont les connexions se croisent dans plusieurs sphères du pouvoir. Chaque élément, pris isolément, pourrait paraître anodin. Ensemble, ils dessinent une architecture cohérente où l'argent liquide devient un instrument d'ingérence. Le contexte régional renforce cette lecture. Dans le Sahel, les pressions sécuritaires, économiques et diplomatiques s'additionnent, créant un environnement où chaque flux financier peut masquer un objectif politique. Le Burkina Faso, souvent décrit comme un terrain de rivalité silencieuse, apparaît ici comme un point de convergence de ces tensions. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré évoque une guerre invisible menée non sur des lignes de front, mais dans des accords déjà rédigés et des réunions feutrées. Pour le spectateur, l'enjeu n'est plus seulement de comprendre comment une valise a été interceptée, mais pourquoi ce type d'opération trouve un terrain propice. Si une tentative aussi structurée peut être détectée presque par hasard, combien d'autres circulent encore sous la surface sans jamais émerger? Les véritables personnages guides de cette séquence ne sont ni les financiers évoqués dans les rapports, ni les intermédiaires étrangers. Ce sont des officiels burkinabés, discrets, qui perçoivent les premiers signaux d'une offre présentée comme une aide de transition. Leur choix n'est ni l'adhésion, ni la dénonciation publique, mais une voie médiane où l'observation devient un outil stratégique. Dans un bureau sobre, un premier officier reçoit un appel ambigu. On y parle de son opportunité, de soutien logistique, d'un avenir facilité. Il temporise, note les formulations, puis transmet chaque détail à la chaîne de commandement. Le geste est ordinaire, presque administratif, mais il enclenche un suivi méthodique où chaque mot compte pour éviter qu'une suspicion ne déclenche une crise prématurée. Un second cas se déroule dans un cadre informel, autour d'un interlocuteur persuadé que la lassitude institutionnelle ouvre une brèche. La stratégie reste identique. Écouter, documenter, maintenir l'illusion d'un intérêt prudent afin de remonter la piste sans alerter ceux qui pilotent la manœuvre. À mesure que les indices s'accumulent, un schéma se précise, reliant argent liquide, relais extérieurs et tentatives d'alignement politique. Ces choix produisent des effets immédiats. Un noyau d'officiers privilégie la souveraineté à l'avantage personnel, modifiant la dynamique interne avant tout scandale public. La décision assumée par Ibrahim Traoré de laisser l'observation se poursuivre sous contrôle
donne un cadre à cette vigilance silencieuse. Pour le spectateur, le message est clair. Une loyauté mesurée peut peser davantage qu'un refus spectaculaire, surtout lorsque la pression s'intensifie. Avant l'activation, les signaux restent faibles. Des rumeurs circulent dans des cercles militaires restreints, évoquant un étranger poli, discret, convaincu que quelques cadres accepteraient de faciliter une transition en douceur contre un soutien financier immédiat. Après l'activation, ces murmures prennent une forme plus précise. Une proposition devient explicite, assortie de montants, de promesses logistiques et d'un calendrier implicite. Ce basculement avant-après transforme une simple vigilance en dossier prioritaire. La phase de crescendo s'installe rapidement. Les services de sécurité centralisent les informations, croisent les témoignages et tracent les premiers mouvements financiers. Chaque rencontre observée confirme que la valise et ses 5 milliards constituent le cœur d'un plan structuré, non improvisé. Les rendez-vous s'enchaînent, les intermédiaires testent la disponibilité de leur cible et l'illusion d'un accord proche est soigneusement entretenue. L'objectif est clair, identifier l'ensemble des acteurs avant toute intervention visible. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré assume une décision risquée. Plutôt que d'interrompre immédiatement la tentative, il autorise sa poursuite sous surveillance étroite. Ce choix rompt avec les réflexes de réaction rapide souvent privilégiés en période de tension institutionnelle. Des équipes restreintes sont mobilisées pour suivre les déplacements, capter les échanges et documenter chaque étape sans compromettre la couverture. L'équilibre est assez fragile. Intervenir trop tôt disperserait les instigateurs. Attendre trop longtemps exposerait les institutions. Le point culminant se dessine début novembre, lorsque les intermédiaires fixent un rendez-vous décisif dans un hôtel du centre de Ouagadougou. Le lieu est neutre, fréquenté, suffisamment animé pour masquer un déplacement inhabituel. Convaincu que l'accord va être scellé, l'intermédiaire arrive avec la valise. Les conversations précédentes sont enregistrées, les couloirs observés, chaque mouvement synchronisé. La scène paraît banale, mais elle concentre des semaines d'observation. Le 8 novembre 2024, au moment précis où l'échange doit se conclure, l'intervention est déclenchée. Une unité spéciale surgit, neutralise les gardes, saisit la valise et interpelle l'homme sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. L'opération est rapide, maîtrisée, et met fin à ce qui devait être le premier acte d'un scénario de mutinerie conçu depuis l'extérieur. Les images internes révèlent une cohésion rarement visible, fruit d'une patience méthodique plutôt que d'un coup d'éclat. Les répliques ne tardent pas. Les premières analyses des analyses financières dévoilent des circuits liés à des sociétés écrans opérant entre Abidjan, Accra et Paris. Sur les réseaux sociaux, une expression se diffuse en quelques heures, signe d'un rejet collectif de ce type de manœuvre. L'image d'Ibrahim Traoré, entouré d'officiers restés loyaux, s'impose comme un symbole de cette séquence. Pour le pays, la valise cesse d'être un objet isolé. Elle devient la preuve tangible qu'une tentative d'achat de loyauté a été contenue par une réponse coordonnée. La lecture quantitative commence par une base de référence établie entre juillet et octobre 2024. Les cellules de suivi financier recensant alors des flux déclarés comme humanitaires, réguliers, d'un volume compatible avec des programmes éducatifs ou sanitaires classiques. Cette base de référence dessine un paysage stable, sans variation brutale, où les montants et les fréquences correspondent à des schémas connus. Elle sert de point d'appui pour distinguer l'ordinaire de l'anomalie. L'écart apparaît ensuite, net et concentré. Sur une période courte, les analystes observent un glissement soudain de plus de 5,3 milliards de francs CFA, transitant par des structures de façade, sans projet identifiable ni calendrier opérationnel crédible. Ce saut n'est pas seulement un écart comptable. Il signale un changement de rythme, une accélération qui ronde avec la logique précédente. En une phrase, les enquêteurs résument l'enjeu. Lorsqu'un flux augmente aussi vite, ce n'est pas l'activité qui croît, mais l'intention. La première série d'indicateurs concerne les circuits eux-mêmes. Les comptes utilisés prétendent financer des actions humanitaires, mais leurs mouvements révèlent des transferts massifs déconnectés de toute dépense réelle sur le terrain. Les plateformes régionales employées brouillent la traçabilité. Pourtant, les rapprochements successifs montrent un schéma récurrent reliant plusieurs sociétés écrans installées à l'étranger. Pris isolément, chaque virement pourrait passer pour une erreur administrative. Mis bout à bout,
Il le compose d'une trajectoire cohérente orientée vers des segments sensibles de l'appareil d'État. Le deuxième bloc de données porte sur les communications associées à ces flux. 32 appels sont recensés en moins de 3 semaines entre les individus interpellés et des interlocuteurs extérieurs via des numéros cryptés. La courbe temporelle de ces échanges présente un pic qui coïncide avec des tentatives de sabotage de convois militaires dans le nord du pays. Cette simultanéité ne prouve pas un lien mécanique, mais elle révèle une coordination de séquences. L'argent circule pendant que l'information cherche à fragiliser la cohésion. Pour les services spécialisés, ce chevauchement renforce l'hypothèse d'une manœuvre structurée plutôt que d'un geste isolé. Le troisième ensemble de chiffres concerne la réaction intérieure. Dans les 48 heures suivant l'interpellation, plus de 1,2 million de messages de soutien sont enregistrés sur les réseaux sociaux, accompagnés d'une mobilisation rapide de citoyens volontaires. Ces volumes ne garantissent pas une stabilité durable, mais ils indiquent un basculement perceptible dans l'attention collective. Une tentative d'ingérence, une fois rendue visible, produit un effet inverse à celui recherché. Elle resserre temporairement les lignes. Pris ensemble, ces trois blocs dessinent une progression claire. Une baseline financière stable, un delta abrupt et ciblé, puis une réaction sociale mesurable. Cette chaîne ne suffit pas à elle seule à clore le débat, mais elle réduit l'espace de l'interprétation complaisante. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins comme une posture idéologique que comme une lecture prudente des signaux disponibles. Pour le spectateur, la question devient alors concrète. À partir de quel seuil chiffré une vigilance institutionnelle cesse-t-elle d'être soupçonneuse pour devenir nécessaire? La première thèse, fréquemment relayée par certaines chancelleries occidentales, affirme que l'épisode de la valise relève d'une forme de paranoïa d'État. Selon cette lecture, le gouvernement burkinabé interpréterait tout mouvement financier inhabituel comme une tentative d'ingérence au risque de se couper de partenaires historiques. Les défenseurs de cette position invoquent la suspension de plusieurs programmes internationaux, la réduction de certaines aides et la crainte d'un isolement économique difficilement soutenable dans une région déjà fragilisée par l'insécurité. Ils rappellent que, pour un pays aux marges budgétaires limitées, la rupture avec des soutiens extérieurs peut avoir un coût immédiat sur les services publics et la stabilité sociale. La seconde thèse propose une lecture inverse, portée par une partie de la jeunesse intellectuelle africaine et par des analystes critiques des modèles de coopération traditionnels. Elle soutient que la dépendance prolongée constitue un danger plus profond que les tensions diplomatiques visibles. Dans cette perspective, de nombreux programmes qualifiés de coopératifs reconduiraient des schémas où la dette, les clauses déséquilibrées et l'opacité financière limitent l'autonomie réelle. La valise de 5 milliards devient alors le symptôme d'un système où l'influence politique passe par des leviers monétaires rarement assumés publiquement. Refuser ce type de mécanisme serait moins un repli qu'un repositionnement stratégique. La réponse, fondée sur les faits disponibles, se situe entre ces deux pôles. Les données financières montrent que les flux identifiés CETA ne correspondaient pas à une aide classique, mais à des transferts opaques sans projet avéré. Les 32 appels cryptés confirment que l'opération s'inscrivait dans une séquence coordonnée, et non dans une initiative improvisée. Enfin, la mobilisation rapide d'une partie de la population indique une perception intérieure qui contredit l'idée d'un simple malentendu administratif. Dans ce cadre, la décision d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une crispation idéologique que comme une réponse calibrée à un faisceau d'indices convergents. Cette mise en perspective ne tranche pas définitivement le débat entre ouverture et autonomie, mais il montre que, dans ce cas précis, la prudence institutionnelle s'appuie sur des éléments vérifiables. Pour le spectateur, l'enjeu est de reconnaître qu'une lecture nuancée peut exister sans nier la réalité des risques documentés. À ce stade du récit, l'affaire change de nature. Ce qui semblait être une opération opportuniste apparaît comme la partie visible d'un échafaudage construit sur plusieurs mois, où chaque élément n'a de sens qu'en relation avec les autres. Les circuits méta. Les circuits financiers, jusque-là perçus comme des anomalies isolées, prennent une cohérence nouvelle lorsqu'ils sont reliés aux appels cryptés et aux relais extérieurs identifiés par l'enquête. La lecture bascule. Il ne s'agit plus de comprendre comment un homme a pu circuler avec 5 milliards, mais pourquoi ce type de somme trouve une place fonctionnelle dans un système d'influence. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré gagne un relief particulier.
Sa décision initiale, de laisser l'opération se dérouler sous surveillance, apparaît rétrospectivement comme une tentative de cartographier un dispositif plus étendu que ce que les premiers signaux laissaient entrevoir. Le point de bascule ne révèle donc pas un coup de théâtre, mais une inversion de perspective. L'interception n'est plus la fin de l'histoire, elle en devient le point de départ analytique. Pour le spectateur, cette étape ouvre une question silencieuse mais décisive. Que se passe-t-il lorsqu'une ingérence, habituellement diffuse et insaisissable, est observée en temps réel sans que la structure institutionnelle ne cède? La valise cesse alors d'être un objet exceptionnel. Elle devient un révélateur montrant que certaines manœuvres ne tiennent que tant qu'elles restent invisibles. Sur le plan institutionnel, l'affaire de la valise agit comme un moment de cristallisation. La rapidité de la séquence, depuis la détection jusqu'à l'interpellation, renforce l'idée qu'une partie de l'appareil d'État reste capable de résister à des pressions extérieures persistantes. Des services souvent perçus comme fragmentés apparaissent ici coordonnés, capables de suivre des flux financiers complexes et de synchroniser une intervention en un temps réduit. Cette cohérence redonne du poids au discours d'Ibrahim Traoré, lorsqu'il insiste sur la nécessité de préserver la souveraineté face à des leviers clandestins, tout en rappelant que cette capacité demeure fragile et dépendante de la vigilance interne. Sur le terrain économique, les répercussions sont immédiates mais contrastées. La mise en lumière de flux opaques ne révèle pas seulement une tentative ponctuelle de corruption. Elle expose l'existence de réseaux financiers parallèles opérant en marge de l'économie officielle. Cette visibilité nouvelle fragilise certains acteurs habitués à fonctionner dans la pénombre, mais elle ouvre aussi un espace pour renégocier des cadres existants, notamment dans le secteur minier. Les tendances observées, comme la hausse de la production aurifère et l'augmentation des recettes fiscales, sont interprétées par certains analystes comme les premiers effets à Condoradi d'une stratégie visant à réduire des zones d'influence extérieure sans pour autant garantir une transformation durable. Du point de vue de la population, la réaction constitue l'un des signaux les plus marquants. En 48 heures, plus de 2 millions de messages de soutien circulent sur les réseaux sociaux, traduisant un sursaut collectif inhabituel. Près de 10 000 citoyens se portent volontaires pour participer à des dispositifs locaux de sécurité. Au-delà des chiffres, un glissement s'opère. Une défiance passive laisse place à une participation visible, même si elle reste inégale selon les régions. L'image d'Ibrahim Traoré, entouré d'officiers restés loyaux, devient un symbole mobilisateur, particulièrement dans les centres urbains où les débats sur la souveraineté gagnent en intensité. À l'échelle régionale enfin, l'épisode dépasse le cadre national. Dans un Sahel en quête de redéfinition stratégique, l'affaire est lue comme un exemple concret des dynamiques d'ingérence auxquelles plusieurs capitales affirment vouloir résister. La coordination renforcée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger trouve ici une résonance nouvelle. Pour certains observateurs, la séquence illustre que la souveraineté ne se joue plus uniquement dans les discours, mais dans la capacité à contenir des influences discrètes. Dans cette perspective, la trajectoire défendue par Ibrahim Traoré acquiert une dimension régionale, transformant un épisode local en signal politique élargi. Dans la trajectoire de base, la plus prudente, le Burkina Faso prolonge la dynamique enclenchée après l'échec de la tentative d'ingérence. Les institutions consolident leurs procédures sans transformation spectaculaire, mais avec une continuité suffisante pour réduire certaines vulnérabilités mises en évidence. Les réformes engagées dans les secteurs sensibles, notamment la gestion des ressources et la surveillance des flux financiers, avancent par étapes. Les projections évoquent une croissance modérée, compatible avec la recherche de nouvelles alliances régionales, sans rupture brutale avec les partenaires existants. Dans ce scénario, l'État ne conquiert pas une autonomie totale, mais il récupère des marges d'action lui permettant de limiter les chocs externes. La trajectoire optimiste repose sur une hypothèse plus ambitieuse. Elle suppose que les coopérations régionales se traduisent par des projets concrets et durables. L'intégration progressive des initiatives économiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger créerait un effet d'entraînement, notamment dans les domaines énergétiques et miniers. Des investissements croisés amélioreraient la sécurité des échanges, réduiraient certains coûts structurels et renforceraient la capacité de négociation collective face aux acteurs extérieurs. Dans cette configuration, la croissance pourrait s'accélérer sensiblement, portée par un pôle sahélien plus coordonné et moins dépendant des circuits traditionnels.
Ce scénario reste conditionné à une stabilité interne suffisante et à une gestion rigoureuse des attentes populaires. La trajectoire pessimiste s'articule autour d'une succession de ruptures, des sanctions économiques ciblées, un retrait marqué de programmes internationaux et des campagnes de dénigrement coordonnées pèseraient rapidement sur les finances publiques. Une contraction de l'activité suffirait à raviver des fractures sociales déjà présentes, tout en accentuant la pression sur les services essentiels. Les réseaux extérieurs, affaiblis mais non démantelés, pourraient exploiter cette fragilité pour relancer des manœuvres similaires à celles observées, testant à nouveau la cohésion institutionnelle. Entre ces trois scénarios, aucune certitude ne s'impose. L'exercice n'est pas de choisir une issue, mais d'adopter une posture analytique capable de les envisager simultanément. Comprendre ces trajectoires permet aux spectateurs de mesurer comment des décisions discrètes, prises aujourd'hui, peuvent infléchir durablement un environnement aussi volatile que celui du Sahel. Pour une première catégorie de spectateurs, ceux qui suivent régulièrement l'actualité du Sahel, sans en explorer les mécanismes internes, l'affaire de la valise agit comme un rappel brutal de complexité. Elle montre que les tensions ne naissent pas uniquement des combats visibles ou des attaques armées, mais aussi d'initiatives discrètes menées dans des espaces feutrés où les décisions financières deviennent des leviers politiques. Pour ce public, le récit offre une clé de lecture essentielle. Comprendre que l'ingérence ne se manifeste jamais de façon frontale, mais qu'elle se glisse dans les zones de vulnérabilité institutionnelle. Une deuxième catégorie observe ces événements à travers un prisme économique. Pour elle, la valise de 5 milliards renvoie moins à un scandale qu'à un débat structurel. Comment un État cherchant à sécuriser ses ressources peut-il se protéger de flux financiers capables de contourner les circuits officiels? Les chiffres évoqués, qu'il s'agisse de la production aurifère ou des recettes fiscales, sont perçus comme des indicateurs d'un repositionnement plus ferme. Ce public lit l'épisode comme un point d'inflexion potentiel dans la manière dont les règles du jeu économique sont redéfinies. La troisième catégorie s'attache avant tout à la dimension humaine. Elle s'intéresse moins au montant qu'aux choix individuels. La loyauté silencieuse des officiers, la patience stratégique, la décision de documenter plutôt que de céder ou de dénoncer immédiatement. Pour ces spectateurs, l'histoire révèle un dilemme universel. Jusqu'où un individu peut-il préserver son intégrité lorsque l'argent promet de simplifier un avenir incertain? Ces trois regards ne se confondent pas, mais ils se complètent. Ensemble, ils montrent que l'affaire ne parle pas seulement du Burkina Faso ou d'Ibrahim Traoré, mais de la manière dont chacun perçoit la frontière entre opportunité et renoncement. En refermant cette partie du récit, le spectateur est invité à se situer lui-même face à ses choix, avant même que des conclusions définitives ne soient imposées. La première étape consiste à assainir les flux financiers. Les mécanismes de traçabilité doivent être renforcés afin de fermer les circuits utilisés par des structures de façade. Les services compétents identifient les points d'entrée vulnérables et mettent en place des vérifications croisées entre déclarations, transferts effectifs et usages réels. L'efficacité de cette phase se mesure par la diminution des mouvements suspects et par une transparence accrue des flux officiellement déclarés. La deuxième étape concerne la gestion des ressources stratégiques. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État cherche à consolider ses marges de manœuvre en renégociant certains contrats et en imposant des clauses plus favorables. L'objectif n'est pas seulement financier, mais structurel. Réduire l'espace dans lequel des acteurs extérieurs peuvent exercer une influence indirecte. Le progrès se mesure par l'évolution des recettes officielles et par la réduction des fuites vers des circuits parallèles. La troisième étape est d'ordre organisationnel. L'affaire de la valise devient un cas d'école intégré aux formations militaires et administratives. Il s'agit d'apprendre à détecter des signaux faibles, à analyser des incohérences et à documenter chaque élément avant qu'une crise n'éclate. La qualité des rapports produits et la rapidité de détection des anomalies constituent ici les indicateurs clés. La quatrième étape repose sur la vigilance citoyenne. Associations, médias, locaux et acteurs sociaux sont encouragés à débattre et à signaler des pratiques douteuses. L'impact se mesure par l'engagement communautaire et par la multiplication d'initiatives locales de veille. La cinquième étape, enfin, concerne la transparence institutionnelle. Publier des données et accepter le débat public réduit l'espace où prospèrent les manœuvres invisibles. Lorsque ces conditions sont réunies, les tentatives d'ingérence rencontrent un terrain nettement moins permissif.
Lorsque le récit revient vers les premiers officiers qui ont choisi d'observer plutôt que de céder, l'affaire de la valise prend une tonalité plus humaine. Ces hommes n'ont ni prononcé de discours, ni revendiqué un mérite particulier. Ils ont simplement accepté de rester lucides au cœur d'une manœuvre soigneusement dissimulée, là où l'argent promettait des solutions rapides. Leur décision rappelle que, dans certains moments critiques, la patience peut devenir une forme de courage. La présence d'Ibrahim Traoré dans cette séquence n'est pas celle d'un héros mis en scène, mais celle d'un point d'ancrage. Autour de lui, des choix individuels se sont structurés, non par exaltation, mais par méthode. Les images d'officiers restés loyaux prolongent le motif initial. Une loyauté qui ne se proclame pas, mais qui se démontre par des gestes discrets, répétés et souvent invisibles. En refermant cette histoire, ce ne sont ni les chiffres, ni les rapports qui dominent, mais le souvenir d'une frontière tenue sans fracas. La valise de 5 milliards cesse d'être un symbole d'opulence. Elle devient le rappel qu'une institution fragile peut encore résister lorsque quelques individus refusent de considérer toute chose comme négociable. En quittant cette histoire, le Burkina Faso n'apparaît plus seulement comme le décor d'une tentative d'ingérence déjouée. Il devient un espace où se redéfinissent, pas à pas, les rapports entre pouvoir, dépendance et vigilance collective. L'épisode de la valise montre que les décisions prises dans des bureaux officiels ne suffisent pas à expliquer une trajectoire nationale. Il faut aussi considérer les réactions silencieuses, les engagements locaux, les discussions qui émergent dans les quartiers, sur les ondes et dans les réseaux sociaux. Pour le spectateur, l'enjeu dépasse le cas précis décrit ici. Il s'agit d'interroger la manière dont l'influence se présente aujourd'hui, souvent sans uniforme ni déclaration formelle, mais sous la forme de flux, de promesses et d'arrangements discrets. La ligne défendue par Ibrahim Traoré, qu'on l'approuve ou qu'on la questionne, invite à réfléchir à un point central. À partir de quand une aide cesse-t-elle d'être un soutien pour devenir un levier de décision extérieure? Cette vidéo n'apporte pas de réponse définitive. Elle ouvre un espace de réflexion. Face aux valises visibles ou invisibles qui circulent autour de vous, jusqu'où accepteriez-vous que d'autres participent à définir la valeur de votre liberté?